Au nom de l'équipe de notre association Caravane, Bahia Ben Hamid et moi-même, Naïma Labat, nous vous remercions chaleureusement pour votre participation à cette table ronde que nous organisons en partenariat avec le Consulat général du Royaume du Maroc. Caravane est une association loi 1901 dont le slogan est l'accès à la culture pour tous. Nous menons diverses activités dans les quartiers populaires de Toulouse en créant des cadres de rencontres, de dialogue, de valorisation des cultures d'origine des émigrés et de défense des droits des citoyens. Dans le cadre de notre cycle pour l'égalité des droits, la citoyenneté contre les discriminations, et compte tenu de la crise sanitaire, il nous paraît utile de consacrer une table ronde en vidéoconférence à chacun des pays du Maghreb, autour du thème « La multiculturalité et identité nationale ». Le thème de cette première séance est centré sur la multiculturalité au Maroc. Avant de faire un tour de table bref des intervenants, permettez-nous de donner la parole à Madame Myriam Naji, consul général du Royaume du Maroc à Toulouse et sa région. À vous, Myriam. Donc, bonjour tout le monde. J'aimerais tout d'abord remercier l'association Caravane pour l'organisation de cette visioconférence sur la diversité culturelle du Royaume du Maroc et à laquelle le Consulat général du Royaume du Maroc à Toulouse s'est associé en tant que partenaire. Donc, merci aux différents intervenants qui ont répondu présents. Donc, la thématique est intéressante, bien sûr, mais elle est également intemporelle. C'est assez vaste. Donc, j'ai vu que chaque intervenant a choisi de l'aborder sous un angle différent. Merci beaucoup. Donc, je commence par Marie-Claude. Est-ce que tu peux nous dire maintenant qu'est-ce que tu fais actuellement? Tu peux nous parler des éditions, des articles, de ce que tu as fait. Merci Marie-Claude, vas-y. À toi. Voilà, j'ai branché le micro. Oui, très rapidement, donc moi je suis docteur en sociologie, donc sociologue de formation. Je suis plus spécialisée en sociologie des religions et de l'interculturel. J'ai enseigné de nombreuses années à l'université Jean Jaurès à Toulouse et je suis actuellement maître de conférence à l'Institut catholique de Toulouse, à les différentes facultés de lettres, dans lequel j'ai été co-directrice de l'Institut universitaire sur la connaissance des cultures et des religions sous l'angle de l'interreligieux. Par ailleurs, je suis formatrice aussi agréée sur l'interculturalité auprès du Centre national de la fonction publique territoriale. Autrement dit, je forme les travailleurs sociaux ou les fonctionnaires territoriaux à la question de l'interculturalité, justement. Et puis, au niveau recherche, je dirais que ces dernières années, j'ai travaillé en coopération de recherche avec une université en Iran, l'université d'Isfahan, voilà, avec des publications en lien avec cette recherche-là. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup. Et maintenant, on donne la parole à Monsieur Youssef Chiheb, professeur à la Sorbonne, qui va se présenter. Ah, Monsieur Chiheb, je crois qu'on ne t'entend pas. Il faut mettre le son. Hop, c'est parti. Parfait. Vous m'entendez? Oui, très bien. Youssef Chiheb, donc je suis professeur associé à l'université Sorbonne. Je suis par ailleurs directeur de recherche au CNRS et directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Je suis docteur en géographie. J'ai travaillé pendant 4 ans au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, dans un service de lutte contre la radicalisation, où j'ai publié plusieurs travaux, d'articles et plusieurs livres qui touchent à l'identité, à la multiculturalité et particulièrement au vivre ensemble et à la lutte contre la radicalisation. J'ai publié 5 ouvrages, le premier étant « Pourquoi es-tu venu en France, papa ?», les théoriciens de l'islam radical, le silence des mots et le Sahara marocain entre histoire et réalité. Je suis content d'être parmi vous pour participer à un sujet d'actualité, un sujet qui concerne non seulement notre pays et la France, mais aussi les pays dont nous sommes originaires, en l'occurrence le Maroc. Merci Youssef. Et on continue avec Kamal Ashkar. Si tu peux ouvrir ton micro, Kamal. Tout de suite, voilà, bonsoir. Merci. Bonjour plutôt.
Très ravi d'être parmi vous. Bravo à l'association Caravane de m'avoir, enfin merci en tout cas de m'avoir sollicité. Et ce partenariat avec le consulat du Royaume du Maroc, c'est un honneur pour moi d'être avec vous. Donc moi je suis franco-marocain, je suis né à Tinrir, dans le sud-est marocain, c'est à 2 heures de Ouarzazate à peu près. Je suis né dans une maison en terre de Pizé. J'ai grandi, j'ai quitté le Maroc à l'âge de 6 mois avec ma mère par regroupement familial parce que mon père avait immigré en France depuis 1968. Donc on a un peu bourlingué un peu partout en France. Mon père était ouvrier dans les centrales nucléaires, chimiques, hydrauliques de France et de Navarre. Donc on a vécu vraiment un peu partout. On a même vécu en Égypte, à Alexandrie. J'ai fait des études d'histoire à la Sorbonne, à Paris 1. J'ai fait une maîtrise d'histoire sur la dynastie des Idrissides. Donc l'histoire du Maroc était déjà très présente dans mes intérêts. Et ensuite, j'ai enseigné l'histoire de 2001 à 2013. J'étais professeur de lycée en banlieue parisienne et professeur de culture générale à l'université de Cergy-Pontoise. En 2012, je réalise mon premier film, Tinrir Jérusalem, qui a connu un certain succès, des critiques aussi, notamment au Maroc, mais beaucoup de soutien. Et depuis, voilà, j'ai quitté le métier d'enseignant. Je suis venu me réinstaller, là je vous parle depuis Marrakech, je suis venu me réinstaller au Maroc et j'ai réalisé d'autres films. J'ai fait un film qui s'appelle Tassanout Erinou sur l'amour à travers les voix des femmes berbères et des poétesses amazighes, une ode à la liberté dans une société comme la nôtre qui est très conservatrice. Et récemment, j'ai sorti mon dernier film qui s'appelle Dans tes yeux. On a une coupure avec Marrakech. Donc, on va continuer avec M. Jean-Pierre Boffy, président, directeur général de l'ASTEM. En attendant, mais ça y est, on a repris, mais… On va laisser terminer peut-être Kamal. Non, oui. C'est terminé, merci. Il y avait une coupure, c'est pour ça qu'on avait enchaîné avec M. Jean-Pierre Boffy. D'accord. Bon. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir convié à cette table ronde. Donc, je vais intervenir en fait à plusieurs titres, hein, essentiellement donc en tant que vice-président d'une association occitane qui regroupe des entreprises sur toute l'Occitanie et qui a la particularité également d'avoir une de ses antennes. Donc, l'association s'appelle Leader Occitanie. La particularité, c'est qu'on a une antenne depuis 2 ans au Maroc, à Casablanca, donc Leader Maroc. C'est une association en fait d'entreprises qui regroupe des sociétés qui se retrouvent en matière de croissance, mais également d'innovation et de RSE, et où l'humain est au cœur de nos aspirations et de nos préoccupations. Je suis également, donc, comme l'a dit Naïma, PDG d'un petit groupe qui intervient dans la santé, et un groupe qui a une vingtaine d'années, et qui, depuis 7 ans, est installé également au Maroc, hein, puisqu'on a une filiale à Casablanca. On est également installé depuis 5 ans en Tunisie. Et là, je vous parle en fait en direct du Caire. Je fais un petit coucou à mon ami qui a vécu à Alexandrie. Voilà. Et on est effectivement dans une dynamique de développement à l'international, en particulier au niveau du Maghreb. Et notre premier point d'attache a été effectivement le Maroc, et je vous expliquerai un peu pourquoi. J'ai également une dernière casquette, je suis conseiller du commerce extérieur de la France, donc je représente aussi un certain nombre d'intérêts à travers le monde, des actions françaises dans le soutien de l'économie. Je vais essayer d'être très bref, hein, j'en dirai pas plus. Parce que la question, c'est qu'a priori, culture, interculturelle et économie, ça ne va pas de pair, et pourtant, je vais vous démontrer que c'est tout le contraire. Merci Jean-Pierre. Eh bien, on finit par M. Jacques Asseraf, qui est médecin. Notre association, il est en Palo. Hein. Donc, vous connaissez le public en Palo. Mon cabinet était juste à côté d'Ampalo, c'était à l'avenue de Lurs. Et donc, j'avais affaire énormément à la population d'Ampalo très, très longtemps. Et je suis persuadé que si vous demandez à quelques-uns, on va dire Asseraf. Tout ça pour vous dire, d'abord parce que je parle arabe couramment, et donc je leur parlais arabe à mes clients arabes, et ça crée des liens très, très, très forts. Voilà, donc je suis médecin, j'ai occupé de hautes fonctions au niveau de la communauté juive, de hautes fonctions, que ce soit le CRIF, que ce soit la communauté elle-même, etc. Et j'ai, vers le milieu de ma carrière professionnelle,
j'ai été très souvent à l'ISTR, hein, à l'Institut catholique, avec Madame Marie-Claude aussi, Van der Bosch. Il y avait une association interreligieuse qui était très, très enrichissante sous l'égide de l'ISTR. Et nous avons créé aussi une association qu'on appelle les Fils d'Abraham, où il y avait des confrères, essentiellement des médecins, mais ce n'était pas que des médecins, qui étaient magnifiques aussi, d'ouverture et de tolérance, et qui se sont, on a créé donc cette association les Fils d'Abraham, qui avait pour ambition et pour mission aussi de faire connaître les identités, si on peut appeler ça comme ça, et les dimensions de chaque religion, l'identité religieuse. Et ma foi, ça a été très enrichissant sur beaucoup de points. Voilà, on va aller après beaucoup plus tard. En tout cas, je vous remercie de me donner la parole sur ce sujet qui, je ne sais pas si vous le savez, vous devez le savoir, le judaïsme marocain est très, très, très prégnant encore dans les consciences. Le Maroc est encore prégnant de façon considérable auprès du monde juif en général, et en particulier en Israël. Merci beaucoup, Monsieur Asseler. Et maintenant, on va poser une question à Madame Marie-Claude Lutran. La multiculturalité au Maroc est-elle évidente et n'est-elle pas un défi pour l'identité nationale? Ah oui, le micro. Excusez-moi. Oui. Oui, donc je disais... Oui. Pourriez-vous nous éclairer sur cette notion de multiculturalité en sociologie, s'il vous plaît? Voilà, d'accord. Bon, mais moi aussi, je remercie d'avoir été invitée à participer à ce webinaire sur une thématique qui me tient particulièrement à cœur, la multiculturalité. Je vais en évoquer un petit peu, je dirais, des enjeux qui me semblent importants de mon point de vue, du point de vue sociologique, mais du point de vue aussi du côté pragmatique que je rencontre sur le terrain avec les fonctionnaires notamment. Cette question de la multiculturalité, du pluralisme culturel et religieux, bon, ça interroge à la fois nos sociétés, leurs institutions, comment gérer la diversité, hein, donc ça interroge les modèles politiques et juridiques, mais ça interroge aussi chacun dans son rapport à la différence. C'est pour ça que j'évoquerai l'interculturalité parallèlement à la multiculturalité, parce que c'est le rapport à la différence, à la relation à l'autre, à l'altérité notamment. Donc il y a juste 4 enjeux que j'aimerais souligner particulièrement, des enjeux généraux. Après, je laisserai aux autres intervenants préciser dans le contexte marocain éventuellement. Mais de mon point de vue, un premier enjeu de la multiculturalité, c'est d'arriver à concilier l'unité et la diversité. Aujourd'hui, le monde dans lequel on est, les sociétés dans lesquelles nous sommes, les quartiers, les écoles, dont la diversité culturelle et religieuse est incontournable, qu'on soit d'accord ou pas, c'est une réalité. Avec la mondialisation, avec les techniques d'information et de communication planétaire, ça nous rapproche pas mal les uns les autres. On a beaucoup d'informations, d'événements en commun, mais on n'a pas forcément les mêmes valeurs pour lire ces événements. Donc, ce processus de rapprochement, c'est en même temps aussi un processus qui pousse à ne pas se laisser diluer dans la standardisation. Et donc, face au monde d'aujourd'hui, on a ce parallèle, cette ouverture au monde et en même temps le retour des identités, le besoin de se sentir respecté dans son identité culturelle. Donc, par rapport à cette idée de concilier unité et diversité, c'est un enjeu qui se pose au plan local, national et international. C'est-à-dire, on est dans un environnement à la fois riche de diversité, mais aussi porteur de conflits. Et donc, l'enjeu, c'est, à chacun de ces niveaux, local, national, international, c'est comment maintenir l'unité en respectant la diversité. Et il y a l'enjeu d'un développement humain durable derrière la multiculturalité. Le deuxième enjeu que j'aimerais souligner, c'est passer du multiculturel à l'interculturel. La multiculturalité, le multiculturel, c'est quelque part un état de fait, on ne choisit pas. Par contre, l'interculturel, ça suppose une interaction, ça se construit au quotidien dans la relation à l'autre. Et donc, ma façon de vivre la différence, de penser la différence, de me situer face à la différence en tant qu'acteur citoyen ou autre, va forcément avoir une incidence sur le vivre ensemble. Donc ce passage du multiculturel à
multiculturel me semble très très important. Donc, si vous voulez, il y a à la fois l'échelle macro-sociologique, je dirais des institutions, du cadre juridique, politique, qui doit permettre de réguler justement le vivre ensemble dans le respect de la diversité, mais ensuite l'échelle à notre portée en tant que citoyen, comment passer du multiculturel à l'interculturel. Alors, troisième enjeu, c'est de l'interculturel à l'interpersonnel. Finalement, l'interculturel commence au plan interpersonnel. La relation à l'autre, quel qu'il soit, l'altérité, c'est une expérience humaine qui nous interpelle tous. Et donc, ça suppose que finalement, on ne rencontre jamais des cultures, on ne rencontre jamais des religions, on rencontre des personnes qui sont issues d'eux, qui ont une trajectoire, qui ont une histoire. Donc, ça se vit toujours au plan interpersonnel. Et derrière cette dimension interpersonnelle, bien sûr, il y a des valeurs de dialogue, de respect de l'autre, d'écoute. Mais je pense que la seule bonne volonté d'ouverture à l'autre ne suffit pas, parce que souvent, quand on est confronté à une différence qui nous bouscule, qui nous dérange, qui nous interpelle, ben, ce n'est pas forcément une attitude spontanée que de s'ouvrir d'emblée comme ça. Donc ça suppose un travail, je dirais, de conscience de sa propre identité pour éviter de se sentir menacé. La connaissance de soi à ce niveau-là est importante, dans le sens où l'interculturel, c'est une interaction entre moi et l'autre à l'échelle citoyenne. Donc le point de départ, c'est pas seulement connaître la culture de l'autre, c'est aussi se connaître soi. Alors sur un plan au moins socio-anthropologique, quel est mon cadre de référence, à partir d'où je réagis, et je suis jamais neutre dans la relation. Donc prendre conscience effectivement de ce qu'on véhicule soi, et ça suppose effectivement, donc je parle à partir de ma casquette de formatrice à l'interculturalité, où on travaille sur ces questions-là. Donc derrière le multiculturel, l'interculturel, il y a forcément une interrogation éthique, la question de l'éthique de l'altérité. C'est quoi la rencontre de l'autre dans sa singularité? Et très souvent, il y a le piège effectivement des stéréotypes et des préjugés, ou des représentations et des généralisations qui font qu'on ne rencontre pas l'autre, on rencontre une étiquette qu'on projette sur lui. Donc rencontrer l'autre en tant que personne singulière, ne pas réduire l'autre à ce que j'en perçois. Donc on est chacun finalement à la place qu'est la nôtre, quelle qu'elle soit, au niveau associatif, professionnel, citoyen. Au premier plan, je pense, de la mise en œuvre d'une éthique de l'altérité pour une politique du vivre ensemble. Et je pense que c'est indissociable. C'est pour ça qu'une des clés, je terminerai là-dessus, c'est que c'est l'importance des compétences interculturelles, de l'éducation à l'altérité, par un travail ça fait tout un travail qui part d'une intelligence relationnelle. Et je pense que c'est la dimension relationnelle de la citoyenneté, de la multiculturalité, est éminemment politique. Et je pense que c'est une dimension dont il faut prendre compte. Et moi, je travaille sur ce terrain-là, et c'est pour ça que j'avais à cœur de le partager avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci Marie-Claude pour ce cadrage de la multiculturalité en sociologie. On reprend, alors on va rentrer dans le cas du Maroc avec Myriam Nagy, Madame la Consul générale du Maroc. Alors, la diversité sociologique et culturelle au Maroc, est-il un bon atout ou un handicap à votre avis? Alors, merci Beria. Donc, voilà mon intervention forcément. Donc, j'essaie un petit peu de réfléchir à un angle pour parler de ce sujet. Donc, je crois que l'agenda actuel du pays a un peu orienté mes propos. Donc, ils vont un peu orienter ma présentation. J'essaierai d'aborder l'angle du Maroc pluriel, à travers les différentes réalisations du Royaume sur le plan diplomatique au cours de l'année 2020. Donc, on a quand même fait de belles choses et j'aimerais les souligner, tout en soulignant l'interaction entre cette réussite à l'international, ce positionnement à l'international et l'interaction avec les évolutions que connaît le pays en interne, bien sûr dans le cadre d'une vision globale qui intègre cette diversité culturelle et ce Maroc pluriel. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais quand même poser le cadre, disons, constitutionnel. Bien sûr, c'est la Constitution de 2011 qui a, entre autres,
entre autres officialisé la langue amazigh comme langue officielle nationale et confirmé, elle a consacré la composante hébraïque du royaume. Donc, il me paraissait opportun de souligner ces deux points. Donc, très brièvement, très rapidement, donc, le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté, a réalisé au cours de l'année 2020 plusieurs avancées diplomatiques. Donc, tout d'abord, bien évidemment, la question nationale qui constitue un tournant décisif elle a connu un tournant décisif dans le processus pour consolider la marocanité. À ce jour, on a 20 consulats qui ont ouvert à Dakhla. Les États-Unis d'Amérique ont reconnu la pleine souveraineté du royaume sur les provinces du Sud. C'est quand même un membre permanent du Conseil de sécurité. Cette position a été actée par décret présidentiel et le secrétariat général de l'ONU en a été informé officiellement. Mais ce qui est important, ce que j'aimerais souligner, c'est que cette évolution-là, cette avancée très importante sur la scène internationale, sur une question quand même prioritaire, apporte un appui concret. Elle apporte un appui concret et sur le terrain de l'ensemble des mesures mises en place en faveur par le royaume, en faveur et avec la participation de la population locale. Et toutes ces mesures mises en place, elles intègrent la composante, bien sûr, culturelle locale, de la population locale. Cette évolution de notre question nationale, comme je l'ai dit, sur la scène internationale, apporte un appui et apporte un appui très concret sur le terrain de mesures qui sont prises en faveur des populations et pour le développement socio-économique de nos régions. D'ailleurs, à souligner que le consulat des États-Unis à Dakhla sera principalement à vocation économique, donc d'où l'importance de cette implication. Un autre événement important pour cette année était l'inauguration à Rabat en décembre 2020 de l'Observatoire africain des migrations. Donc, cet observatoire est une instance de l'ONU. Pardon, c'est une instance de l'Union africaine. Donc, c'est la première de cette institution qu'abrite le royaume. Donc, et c'est aussi important à souligner, ça interpelle toute la dimension, toute la politique du royaume vis-à-vis de son continent. Donc, cet observatoire a pour objectif de doter le continent africain d'un outil qui lui permet de générer une meilleure maîtrise du phénomène migratoire. Il faut rappeler que le Maroc, Sa Majesté le Roi est leader africain au sein de l'Union africaine sur cette question-là. Et la question du flux migratoire de manière générale au niveau national, mais aussi au niveau africain, est l'une des priorités du royaume. Donc, cette année a connu également la signature d'un accord entre notre pays et l'État d'Israël. Et qui réactive, cet accord réactive les mécanismes de coopération entre les deux pays. Il est important à ce niveau-là de souligner le facteur humain, le facteur multiculturel de notre pays. Donc, cet accord conforte un petit peu les liens forts qui ont toujours existé, les liens forts et particuliers entre la communauté juive originaire du Maroc et la monarchie marocaine. Donc, toujours cette dimension multiculturelle dans notre approche à l'international. Donc, bien évidemment, je tiens quand même à le souligner que la position du royaume au sujet de la question palestinienne demeure inchangée, de même que son engagement en faveur de la promotion de la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Dans ce bilan des réalisations diplomatiques, je pourrais également parler de l'engagement au niveau du Maghreb avec du royaume en abritant, il a abrité, ça fait plusieurs années de cela, au cours de cette année, on a abrité plusieurs rencontres de médiation des partenaires, des différents médiations sur la question libyenne. Donc, c'est un engagement très fort du royaume sur cette question-là. Donc, voilà, c'est important de souligner. Peut-être également, juste pour marquer le positionnement du royaume, dire que cette année, pour un registre un peu plus global, dire que le royaume a également été très présent dans les organes de l'ONU.
Madame la consul, on a été interrompu. On a quand même réussi à être élu dans 29 Europes marocaines. On permet au Maroc de renforcer sa place, dans son environnement régional et international. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cette politique à l'international, elle s'intègre dans une vision globale, qui met en avant, les différentes composantes multiculturelles du royaume. En parallèle, donc, ce positionnement à l'international, nous avons sur le plan interne de grands projets de développement économique à forte dimension sociale et un processus continu de renforcement de l'état de droit. Là aussi, c'était très important à souligner. On ne peut pas le Maroc est perçu comme un partenaire fiable du fait de toutes les réformes qu'il a engagées en interne. Par renforcement de l'état de droit, je peux citer entre autres l'ensemble des réformes institutionnelles et juridictionnelles qui renforcent la protection des droits de l'homme, l'indépendance de la justice, liberté d'opinion et d'expression, les protections des droits des migrants, la liberté d'association et de manifestation, et ainsi de suite. Donc l'arsenal est assez étendu. Un autre point que j'aimerais également citer, c'est la création par Sa Majesté le Roi de la commission spéciale sur le modèle de développement. Cette commission de 35 experts, dont certains sont des Marocains résidant à l'étranger, donc de tout horizon, ont été chargés de délivrer un rapport sur le nouveau modèle de développement et ce modèle-là qui incorpore l'élément culturel dans ses piliers. Donc voilà, ça aussi, j'aimerais le mentionner. Donc, autre point qui me paraît important, c'est la communauté marocaine à l'étranger. Donc, la thématique globale de ce cycle de conférences est la diaspora maghrébine. Donc, la communauté marocaine à l'étranger contribue également à la dynamique d'évolution du pays. Nos compatriotes à l'étranger, ce sont 5 millions de concitoyens avec qui le Maroc, bien évidemment, veille à entretenir des liens très forts. Donc, je ne sais, enfin, brièvement, un ministre délégué qui dépend directement du ministre des Affaires étrangères, un réseau très étoffé de consulats et d'ambassades qui veillent à protéger les intérêts. Et également, le Maroc veille à favoriser la mobilité en créant constamment des lignes aériennes qui tiennent compte vers le Maroc, qui tiennent compte de la concentration de notre communauté à tel ou tel endroit. C'est-à-dire que quand on étudie, souvent les compagnies aériennes sollicitent les consulats ou carrément les aéroports, ils sollicitent les consulats en termes de concentration de Marocains originaires de telle et telle région, et c'est ce qui oriente l'ouverture de telle ou telle ligne, et ça c'est très important quand même à dire. Donc à ce niveau, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Pour remercier l'ensemble de la communauté marocaine à l'étranger. Donc, je suis consul général, donc forcément, il faudra que je donne je donne une grande part à notre communauté. Donc, j'aimerais les remercier pour leur contribution au rapprochement entre leur pays et leur terre d'accueil, dans le respect, bien évidemment, de la réciprocité de celle-ci. Donc, très important. Merci beaucoup, madame. Pardon. Merci beaucoup, madame la consul. Je crois que je le fais systématiquement dans toutes mes interventions, mais bon, c'est toujours bon à rappeler et à souligner. Donc, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je salue donc cet engagement de nos compatriotes qui s'impliquent concrètement à tous les niveaux et de manière différente en faveur du royaume. Ils apportent un nouveau regard, ce vécu sous d'autres cieux. A fait quand même avec des standards différents, apporte un atout indéniable et contribue à la diversité des angles dans l'angle de lecture, sur des questions d'intérêt national, sur des questions en débat dans le royaume. Il apporte un plus dans l'adoption de bonnes pratiques dans tel ou tel domaine. Je pense au domaine économique, de bonne gouvernance. Donc, cette contribution, elle est très importante et incontournable. Donc, en même temps, j'aimerais même ouvrir
une autre petite parenthèse. On va dépasser le timing, c'est sûr. Ça nous fait deux, mais je ferai très rapidement, hein, je serai très vite. Mais il fallait quand même le souligner. Hein. Donc, on parle de contribution de la communauté marocaine dans toute sa diversité. Hein. Donc, cette diversité du royaume qui s'exporte à l'étranger, mais qui fait l'unité du royaume. Donc, c'était très important, c'est très important d'ouvrir une toute petite parenthèse. Hein, pour, nous constatons également le Maroc enregistre des avancées importantes. Donc forcément, certaines voix à l'étranger, très rares, hein, je tiens à la souligner, essayent d'attaquer ces acquis. Ils essayent d'attaquer ces acquis en se positionnant comme étant des opposants politiques, alors qu'on ne leur connaît aucun passé politique. On ne leur connaît aucun passé politique de militants, ni au sein d'un parti politique, ni au sein de la société civile. Donc, ils ont émergé en faveur des réseaux sociaux. Donc, ils essayent de porter certaines allégations. C'est un passé, comme je disais, ils n'ont aucun passé de militant. Au contraire, des fois, c'est un passé très dangereux. Nous avons le cas d'un certain Mohamed Hajib qui est en Allemagne et qui a carrément un passé de terroriste, hein, donc, qui se positionne actuellement en opposant politique. Nous avons aussi un cas en France, par exemple, avec Khaled Al-Laili, qui a eu des problèmes professionnels avec son employeur, donc, et qui a transformé ce problème, je disais professionnel, en problème avec l'État. Donc, c'est des gens qui tiennent des propos ennemis. C'est des gens qui ont recours au coup d'éclat. Par exemple, détruire un passeport en live, hein, c'est une petite mise en scène. Reda Leili a eu recours à cette mise en scène dans une tentative d'attaquer les institutions du royaume. Il a copié en cela le cas de Zakaria Mimouni. Alors Zakaria Mimouni qu'il avait fait dans le passé, et qui continue d'ailleurs dans cet acharnement. J'ai ouvert cette parenthèse juste pour dire, hein, pour souligner une chose. Ces individus en eux-mêmes ne sont pas intéressants, mais à ces niveaux, je tiens à souligner, et ça c'est le plus important pour moi, que le Maroc n'acceptera jamais que ces institutions soient touchées. Donc c'est dommage que des concitoyens se discréditent de cette façon, mais bon, c'est ainsi. Mais dans ce monde, Madame la Consul, il y a du tout. Donc, il y a des. Il y a de tout. Donc, pour un pays démocratique, il faut ça. Donc, quand même, il y aura toujours les mécontents et les contents. Donc, c'est bon. C'est surtout la méthode, la méthode employée qui touche, comme je disais, une tentative de toucher les institutions qui prêtent, qui un petit peu, qui interpelle. Dans tous les cas, donc c'était important quand même d'ouvrir cette petite parenthèse. Donc, je ne m'étalerai pas plus. Donc, je vais conclure. Donc, le Maroc connaît un essor significatif et enregistre des avancées importantes. Ce processus sans cesse renouvelé parce qu'on est en pleine évolution et dynamisé grâce à une approche qui intègre la dimension culturelle plurielle dans toute stratégie élaborée. Là, voilà. Donc, je conclurai mes propos sur cette conclusion et merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame le Consul, pour toutes ces informations. Merci à vous. On est très content d'avoir comme consul une femme et on la soutient dans tous ses projets et on la remercie encore, nous. Et là, maintenant, je vais me retourner vers Monsieur Youssef Chihab, à qui je poserai la prochaine question. Donc, la multiculturalité au Maroc est-elle évidente ou n'est-elle pas un défi pour l'identité nationale, Monsieur Chihab? On allume le micro, peut-être que ça ira mieux. Là, je pense que ça va. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je pense que la multiculturalité ou l'interculturalité ou l'identité, comme l'a rappelé ma chère collègue Madame Butron, ce sont des concepts très complexes et très abstraits dont il est très difficile de standardiser une définition partagée par tous. Chacun renvoie son propre feedback sur ces questions à travers des mots parfois plus ou moins extensibles selon qu'on est d'un camp politique ou un autre. Globalement, la multiculturalité, ça ne se décrète pas.
Ça ne se décrète pas par un décret présidentiel ou un daïr royal comme ce fut le cas pour d'autres choses. La multiculturalité ou l'interculturalité, comme l'a dit ma collègue, est le fruit d'interaction de plusieurs déterminants importants. Tout d'abord, l'histoire, la géographie, la doctrine religieuse et le système politique. Ces 4 déterminants constituent les déterminants pour forger une multiculturalité reconnue par tous. Pour le cas du Maroc, son histoire, sa géographie contraste, sa doctrine malikite d'un islam modéré et son système politique millénaire basé sur la monarchie fait de lui un pays riche par sa diversité pluriculturelle et multilinguistique. Le Maroc aussi est un havre de tolérance. J'ouvre juste une parenthèse à travers 3 dates clés que nos compatriotes doivent les connaître. La première étant en 1492. Nous étions, nous, arabo-musulmans, et nos compatriotes de confession israélite, on était tous les deux chassés par la reine Isabella lors de l'Inquisition, et on n'a trouvé que refuge que dans ce pays magnifique qui nous a accueillis et qui a permis à ces 2 communautés de vivre en symbiose plus de 5 à 6 siècles. La deuxième date, 1941, en plein apogée du nazisme et sous le régime de Vichy, plusieurs dignitaires de ce régime collaborationniste ont demandé à feu Sa Majesté Mohamed V de faire d'abord porter l'étoile jaune à nos compatriotes et frères israélites installés au Maroc, l'étoile jaune, et de déterminer un quota de 30 000 Marocains de confession israélite pour la déportation vers le camp de la mort, ce que Sa Majesté Mohamed V a totalement refusé. Et ce sont ces 2 dates. On rajoute une troisième qui est plus récente, 2021 ou 2020 plutôt, c'est la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Ce sont 3 dates clés qui montrent la profondeur de la tolérance du Maroc vis-à-vis de ce qui n'est pas, de ce qui est différent. Ces divers déterminants font partie donc du code génétique du peuple marocain qui constitue une singularité non seulement au niveau du continent africain, mais au niveau du Maghreb, voire du monde arabe ou de l'identité un peu plus globale qui est le monde musulman. Le multiculturalisme à la marocaine est basé en fait sur une approche inclusive et au pluriel qui accepte les inputs des autres, les digère et les assimile, tout en se référant à qui est le Maroc. Un pays carrefour pour différentes cultures, pour différentes langues, différentes croyances et même différentes religions, et se distingue par le passage des influences anthropologiques, comme ça a été rappelé par ma collègue, la mazérité, l'arabité, la judaïsité, l'influence méditerranéenne et africaine. Cette mosaïque culturelle se recoupe avec une diversité géographique, comme je l'ai rappelé, un pays de contraste qui se matérialise par un écosystème géographique quasi unique au monde. Le Sahara qui côtoie le désert, les chaînes de montagnes pleines de neige, les plaines fertiles, 3500 km de côtes, 2 façades maritimes, des oasis et des écosystèmes singuliers au Maghreb. C'est un carrefour également historique entre l'Europe, l'Afrique, la Méditerranée et le monde oriental. Son histoire, je reviens toujours, s'est construite en millefeuille par la succession de vagues de migration ou d'invasion, entre guillemets, phénicienne, carthaginoise, romaine, vandale, arabe, portugaise, espagnole, française, sauf les Turcs. Donc ces multiples rencontres avec d'autres cultures, d'autres langues, d'autres ethnies, ont cultivé chez le Marocain un engouement pour les autres civilisations. Cette diversité culturelle est détectable même dans son langage quotidien, ses faits, ses gestes,
ses croyances religieuses sans pour autant oublier son ADN. Les gens qui visitent ce pays s'interrogent souvent sur les raisons de la faculté de maîtrise des langues étrangères chez les Marocains. Ce pays, il sera toujours, à mon avis, un espace humain de melting pot interculturel et interlinguistique. Pour preuve, 39% des Marocains parlent le français correctement, 12% parlent l'espagnol malgré et en dépit de la prévalence des deux langues inscrites dans la Constitution que sont l'arabe et l'amazigh. Le taux d'accès d'Internet est le plus élevé en Afrique avec 65%. Le Maroc constitue le 3e pays au monde par l'immigration en direction des 5 continents, comme ça a été rappelé par Madame la consul, 5,3 millions d'expatriés. J'aime pas le mot immigré, je préfère expatriés. Et on pourra en parler plus tard. Le Maroc est également le premier pays africain pour l'accueil de plus de 120 000 migrants en situation régulière et plus de 80 000 de nos compatriotes français qui y résident ou y travaillent et plus de 15 millions de touristes. Tout l'ensemble, tout ceci a conduit le Maroc lors de printemps arabes où beaucoup de pays étaient à feu et à sang, a conduit le Maroc vers la sagesse par la réécriture d'une nouvelle constitution qui consacre ces diverses spécificités dont j'ai parlé, de la marocanité et sa matrice multiculturelle et multiculturelle surtout. Le Maroc au pluriel, par son amazirité, sa judaïcité, son arabité, sa hassaniati, ou c'est la langue hassani des provinces du Sud, et ses multiples dialectes. Son référentiel religieux est l'islam. La commanderie des croyants, ce qui a permis à ce pays une grande cohésion nationale, une harmonie sociale, une résilience de son socle sociologique et sociétal face aux mutations brutales que connaît le monde. Et enfin, une sécurité multifactorielle pour consolider sa relation au monde. Pour synthétiser, ce pays qu'est le Maroc est l'un des rares pays de la planète qui a été traversé par une infinité de courants civilisationnels, confessionnels, sociologiques, culturels, de sorte que le Marocain n'a un réflexe, c'est que d'aller vers l'autre. Nous sommes loin des configurations, hélas, que connaît l'Europe, que sont la xénophobie ou le repli identitaire ou les débats stériles sur l'identité acquise, l'identité innée, l'identité nationale, supranationale, européenne ou autre. La culture ou l'interculturalité est la conséquence de la prise de conscience que nous sommes tous dans le même bateau et que les cultures, ce sont des additions et non pas des soustractions, et que les pays qui sont ouverts aux cultures générales et diverses du monde, ce sont les pays qui ont réalisé d'énormes avancées technologiques, démocratiques et scientifiques. Et à contrario, les pays qui se sont repliés sur eux-mêmes, ce sont des pays qui sont condamnés d'aller vers le déclin. Le Maroc a choisi la voie de la médiation. Restons tous marocains, mais restons aussi en phase avec le monde par le partage de la culture, comme ça a été rappelé par ma collègue sociologue. C'est aussi, ça renvoie à des symboliques institutionnelles et politiques. Aujourd'hui, le débat sur l'identité en France fait rage. Le débat sur la place de l'islam fait rage. Toutes ces choses-là peuvent être contenues, peuvent être débattues dès lors si on part de paradigmes sains, à savoir que l'interculturalité ou le multiculturalisme, comme on l'appelle, fait partie de la dictature de la mondialisation. Personne ne peut rester enfermé dans son village gaulois. Tout le monde ne peut pas vivre à partir de ces hypothèses qui renvoient à des régressions civilisationnelles ou humaines. L'homme est fait pour vivre avec l'autre. Il doit dépasser les frontières immatérielles, les frontières linguistiques, culturelles, anthropologiques, ethniques,
religieuse, idéologique pour vivre dans un monde d'harmonie et de paix et de vivre ensemble. Nous souhaitons ardemment que le Maroc continue à rayonner par cette singularité qui est la sienne, à savoir le pays de la tolérance et du vivre ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, professeur. On vous appellera pour d'autres choses. Ne vous inquiétez pas. On a un sujet qui nous intéresse dans ce que vous venez de dire. Donc, on passe à monsieur Jean-Pierre Bouffet. Alors, Jean-Pierre, est-ce que cette diversité anthropologique, culturelle et sociale, est-ce qu'il favorise le développement économique pour un chef d'entreprise? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure un peu en introduction, a priori, on m'a demandé donc d'amener un éclairage sur l'interculturel à visée économique. A priori, on pourrait penser que ça n'a pas de lien évident. Et pourtant, je pense en fait que moi, cette notion d'interculturel est une des clés de succès ou des causes d'échec du développement économique. Premier exemple, donc, je vais vous citer par exemple, puisque je disais que j'intervenais au nom de Leader Occitanie. Nous sommes donc une association qui regroupe environ 250 entreprises entre Toulouse, Montpellier, Nîmes, Alès. Et le meilleur exemple qu'on puisse avoir, puisque je parle en son nom, c'est notre président, Jalil Ben Abdillah, marocain d'origine, installé en France, qui préside donc cette association et qui inculque à chacun d'entre nous cette pluralité en matière de partage, de savoir-faire et de connaissances, et qui, à titre personnel, m'a beaucoup aidé lors de mes premiers pas au Maroc, dans le Royaume, il y a une dizaine d'années. Donc, quelque part, effectivement, réussir économiquement à l'étranger, et en particulier au Maroc, sans connaître les particularités du Royaume, je pense que c'est très compliqué. Je citais bon, le cas de Jalil, donc marocain installé en France, mais je vais prendre le cas de mon directeur de filiale, français installé à Casablanca, marié à une Marocaine, et qui nous permet, grâce à son vécu et à ses connaissances des us, de décrypter les attentes du marché en ayant un vécu continu, et donc en permettant à nos développements de trouver des réponses en fait, sur les marchés en place. Je pourrais également effectivement dire que, comme un certain nombre de mes amis confrères l'ont dit préalablement, il y a beaucoup d'éléments qui militent pour prendre en compte l'interculturalité, très difficile à dire, en matière économique. En particulier, bien sûr, on a d'énormes avantages. Les deux enseignants l'ont dit, on a des racines communes, on a une langue commune. Madame la consul l'a dit également, on a en France une diaspora qui est très importante. Et moi, je suis l'exemple en fait de cette notion d'interculturel des deux côtés de la Méditerranée, puisque dans mon entreprise en France, j'ai des salariés d'origine marocaine qui nous ont rejoints, qui continuent à nous rejoindre, certains qui viennent d'ailleurs des quartiers, puisque c'est un sujet qui anime en fait l'association Caravane. Voilà, moi, je suis très fier de dire que mon responsable logistique aujourd'hui, il vient d'un quartier qui s'appelle La Paillade à Montpellier et qu'il est avec Steam depuis bientôt 20 ans et qu'il a créé en fait, il a trouvé le lien social dans l'entreprise que je dirige. Mais à contrario, nous avons également donc des collaborateurs marocains qui sont embauchés sur le Royaume par un dirigeant qui est français, qui a compris que la richesse culturelle et la réussite économique passent aussi par la connaissance en fait, des us et des coutumes de chacun des pays sur lesquels on est présent. Alors, on a beaucoup parlé, et là, c'est un peu d'actualité, de la situation économique pendant cette période de pandémie et post-Covid. Et moi, je tiens à mettre en exergue et à féliciter le Royaume qui, en matière d'adaptabilité et de co-développement, nous a démontré, dans une période difficile, comment mettre au point, en matière de santé, des dispositifs médicaux avec des ressources marocaines, en s'appuyant sur des échanges techniques mondiaux. Je pense aux respirateurs que le Royaume a développé en moins de 2 mois. Je pense au lit médicalisé qui a été mis au point par un consortium
en quelques semaines, quelques mois, et qui a montré à l'ensemble en fait, du monde de la santé ce dont le Maroc était capable à partir du moment où on se mobilisait ensemble sur des sujets qui sont des sujets mondiaux. Et là, quoi de plus mondial que ce que l'on vit tous en ce moment avec cette pandémie. Donc je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui militent pour que l'interculturel soit une des clés de succès. On parle, avec tout ce que l'on vient de vivre, de réorganisation des chaînes de valeur au niveau mondial. Je pense que le Maroc, le royaume, a vraiment un rôle important à jouer. Alors non seulement au sein du pays, du royaume, mais également beaucoup plus largement, et Madame la Consul l'a évoqué en préambule, au niveau de l'Afrique. Nous, société française, sommes implantés en Afrique en étant avant tout implantés au Maroc. C'est notre hub pour une partie de l'Afrique. C'est ce qui nous a permis d'aller sur le Tchad, d'aller sur la Mauritanie, le Bénin, le Burkina, au départ en fait du Maroc. Le sujet étant en fait plus la particularité multiculturelle, eh bien, clairement, nous avons, nous, un certain nombre d'exemples ou de contre-exemples de réussite économique ou d'échec à travers le côté spécifique, culturel ou multiculturel des pays. Je vais en citer quelques-uns comme ça pour être un peu moins sérieux. Clairement, organiser une mission pour des entreprises pendant le Ramadan au Maroc, c'est ne pas connaître le pays, par exemple. Faire un meeting ou un Zoom, comme nous le faisons un vendredi à 14h pour des acteurs en dehors du royaume, c'est avoir raté quelque chose dans ce que sont les typologies en fait, du pays. Et je pense que connaître le pays, connaître ses acteurs, connaître ses coutumes, ça s'inscrit en fait dans le développement économique naturel. Soit on l'intègre, on le comprend, et on a des visées économiques qui peuvent être successful, soit effectivement, on a cette méconnaissance et on peut par contre rencontrer des écueils, non pas sur les produits, non pas sur la démarche, mais simplement en fait sur l'aspect connaissance culturelle ou multiculturelle. Après, effectivement, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites en matière d'échange, de partage et de richesse commune. Je l'ai dit, nous, on le cultive à travers notre association Leader Occitanie. On a créé cette première grappe dans l'association à Casablanca pour justement partager les expériences de nos amis marocains chefs d'entreprise avec nos adhérents français chefs d'entreprise et nous permettre en fait, pour ceux qui le connaissent un peu, de mieux le connaître et pour nos adhérents qui souhaitent découvrir le Maroc, d'avoir un tremplin qui leur permette justement d'éviter ces écueils. Je pense qu'on a beaucoup de choses à gagner dans des échanges multiculturels ou interculturels, y compris lorsqu'on a une prérogative qui est une prérogative de développement économique. Je le crois, je le vis depuis une dizaine d'années. Je l'ai dit en préambule, j'ai également développé d'autres activités dans le monde, au Maghreb en particulier, en Tunisie, en Égypte. Par contre, je me suis rendu compte très rapidement que la culture marocaine, ce n'est pas la culture tunisienne, ce n'est pas la culture égyptienne, et ce n'est pas en faisant un copier-coller qu'on peut réussir économiquement. Il faut vraiment s'imprégner, vivre les cultures dans leur spécificité pour réussir aussi à se développer économiquement. Voilà simplement ce que je pouvais dire en 4-5 minutes. C'était le temps qui m'était à peu près accordé. J'ai essayé de le faire. Je reste à disposition, bien sûr, pour essayer… On est tolérant, Madame la Consul, après plus. Oui, mais je n'ai pas voulu grignoter un peu plus sur votre timing. Par contre, je suis à votre disposition, bien évidemment, pour donner des exemples et parler de notre expérience et de ce qu'est le partage multiculturel à visée ou à vision économique. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Alors, vous savez que la conférence, elle passe en live sur Facebook. Donc, les questions, vous ne les voyez pas. Mais je peux vous les transmettre. En ce moment, on n'a que des likes. Alors, bravo Madame la Consul. Alors, Jean-Pierre, on a des likes, mais comme ça, c'est du copain à toi quand même. Certainement, c'est ma communauté multiculturelle, justement, qui doit me suivre un peu à travers les réseaux et qui me permet voilà, aussi, de relayer aussi, en fait, c'est aussi le sens du message, de relayer les messages d'une association comme la vôtre.
Alors, c'est vrai que vous êtes à Toulouse, moi je vis plutôt à Montpellier. On a les mêmes problématiques, mais aussi les mêmes atouts. Une grosse communauté marocaine à Toulouse, mais également à Montpellier. Des échanges, on parle souvent en fait d'économie des deux rives. On est vraiment dans cette facilité d'échanges économiques et culturels à travers des associations comme les vôtres, à travers des associations d'art ou de culture. Et j'ai juste oublié de dire que, par exemple, dans les sujets qui tiennent à cœur de notre organisation, donc Leader Occitanie, c'est justement d'intégrer un peu ce que vous faites, vous, au niveau des quartiers, d'intégrer des populations qui n'ont pas forcément accès à la culture et de leur permettre, à travers des entrepreneurs, d'aller sur des spectacles vivants, d'aller au stade. On les emmène, on leur permet de participer et on leur fait découvrir la culture à travers l'entreprise. Donc, c'est peut-être ça ce qui illustre aussi la vision multiculturelle d'un acteur économique. On mobilise en fait nos ressources pour créer de l'emploi. Cet emploi, il est multiculturel par nature et par richesse, mais on essaie aussi d'aller au-delà et d'accompagner en fait des publics, souvent en fait de quartiers plus difficiles, et de les emmener avec nous sur des spectacles vivants comme le football, le rugby, mais également de l'art, sur des concerts. Et c'est un des sujets qui nous tient vraiment à cœur au niveau de Occitanie, c'est de montrer que l'entreprise a un vrai rôle sociétal. Merci, et merci à mes amis donc, qui me like. Alors, je pense qu'on a une question des invités. Donc, il y a une invitée qui est là. Est-ce que vous pouvez vous dire votre identité, parce que je vois invité pour la question, et à qui vous posez la question? Merci. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, moi j'aimerais bien un peu réagir par rapport à ce qui a été dit par les différents intervenants. J'étais vraiment très intéressée par le travail. Une question, s'il vous plaît, parce que réagir, on n'a pas le temps. Une question. J'étais intéressée par ce qui s'est dit un peu à travers tous les intervenants. Et je sais très bien que notre société marocaine est une société justement multiculturelle, société interculturelle. Alors, différents concepts justement ont été évoqués et M. Chehib a bien spécifié que c'est une difficulté justement de les définir, ces différents concepts. Moi, je dirais, comme Jacques Berck, que c'est plutôt une société composite. C'est un terme qui m'intéresse aussi. Société composite. Il a parlé de société aussi société plurielle. Effectivement, que ce soit le cadre géographique, politique, religieux, social, etc., tous ces facteurs-là, ou tous ces variables, si vous voulez, sont aussi des facteurs pour pouvoir composer notre société. Donc, culture juive, culture urbaine, culture rurale, culture arabe, amazigh, etc. Donc, alors, et ça fait aussi l'avantage et l'originalité de notre pays. Donc, la question que je me pose, est-ce que, et le professeur Chehib l'a dit aussi, ces cultures, ces sociétés un peu multiculturelles, est-ce que réellement c'est des sociétés qui réussissent à dépasser tous les enfermements, tous les, justement, les difficultés que rencontrent actuellement les différents pays, les différentes sociétés, et l'enfermement et le repli. Est-ce que, effectivement, ces paramètres-là aident à s'ouvrir plus aux autres que
qu'à s'enfermer sur soi-même et sur sa propre culture, sur sa propre identité. Voilà la question que je pose. Est-ce que Dr Chehib peut éventuellement me répondre à cette interrogation, plus une remarque? Merci beaucoup. Et Monsieur Chehib, vous... Merci, madame. Vous l'avez si dans une grande partie de votre question, il y a la réponse parce que vous avez rappelé effectivement ce que j'ai appelé tout à l'heure au préalable les déterminants. Il suffit de regarder la carte du monde ou la carte du Maroc en particulier pour voir que sa position géographique lui quasiment impose une ouverture. Il a deux façades maritimes, il est au carrefour de deux continents, il est le fruit, comme je l'ai rappelé, de par son histoire, de l'arrivée de plusieurs identités sous forme d'invasion, d'occupation, d'apports commerciaux. Donc le Maroc, par cette stratégie de millefeuille, a pu cumuler à travers le temps une multitude de ressources culturelles, épistémologiques, civilisationnelles. Et donc il y a deux hypothèses. Il y a les pays qui optimisent ces choses-là et qui les considèrent comme une addition pour consolider son État-nation, pour renforcer sa cohésion et pour aller vers l'autre sans aucun complexe. Et puis il y a de l'autre côté des régimes très enfermés sur eux-mêmes et qui ne produisent que terreur, guerre et régression. Donc le Maroc a cette chance d'être, j'allais dire, un don du ciel ou de la nature, que chacun l'appelle comme il veut, d'être dans une géographie optimale et a vécu une histoire passionnante et passionnelle et qui a côtoyé des nations, des civilisations, des idées et surtout, il a abrité en son sein des richesses de notre pays. L'apport de la culture juive au Maroc est indéniable. Le savoir-faire de cette culture a permis au Maroc, dans le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, de rester le seul pays encore indépendant et avec une capacité d'établir des relations internationales, diplomatiques ou commerciales avec d'autres entités. Par rapport à ce qui a été dit aussi par le collègue précédent qui travaille à cheval entre le Maroc et la France, lui, je pense qu'il a très bien résumé, il a très bien compris le logiciel marocain, à savoir que le Marocain a un appétit féroce pour les autres cultures et que l'économie, s'il ne passe pas par les rouages du décodage de la culture, il ne passera pas. Et donc, je rappelle par cette même occasion qu'au sein de notre propre pays, qui est la France, nous devons aussi développer cette espèce de conscience nouvelle, à savoir que nous sommes des additions et ne sommes pas des soustractions. L'apport de l'immigration, globalement, était une plus-value pour l'histoire de la France, pour le rayonnement de la France, et non pas une soustraction comme certaines tendances politiques ou religieuses tentent de le faire. Il n'en demeure pas moins que malgré tout ce regard angélique qu'on peut avoir sur le Maroc, nous sommes, comme tous autres pays, aussi sous la menace d'une nouvelle menace qui est le radicalisme ou la radicalisation religieuse ou le salafisme, chacun l'appelle comme il veut, qui est le contraire du modèle qu'on a construit voilà des siècles. C'est-à-dire des gens qui veulent revenir au Moyen-Âge avec des valeurs et avec des paradigmes qui sont obsolètes, qui sont contre les droits de l'homme, contre l'égalité homme-femme, contre la liberté, contre le vivre ensemble. Donc, il faut trouver des équilibres entre identité et culture. Identité, c'est le cumul de plusieurs facteurs endogènes qui constituent l'État-nation, mais la culture est un plus qui assouplit les côtés rigides ou les angles morts d'une civilisation ou d'un État-nation qui est tenté par le repli sur lui-même
parce qu'il y a une crise économique ou parce qu'il y a une crise politique ou parce qu'il y a une crise culturelle. Là, pour finir, la multiculturalité est le revers de l'autre face de la pièce de la mondialisation. Soit nous sommes dans des interactivités au sens large du terme, y compris le facteur culturel, soit nous sommes appelés au déclin. Et donc, l'avenir de l'humanité, c'est qu'elle deviendra un village. Peut-être même, il viendra des générations, la 5e, la 6e ou la 15e génération, où nous parlerons peut-être même la même langue. Merci beaucoup, M. Cheheb. Donc, on va continuer avec M. Ashkar, qui, j'espère, est par là. Parfait, je suis là. Bonsoir. Voilà, comme il disait tout à l'heure, il nous a dit qu'il était un jeune issu de l'immigration. Et donc, M. Ashkar, qu'est-ce que vous a incité à consacrer vos 2 documentaires aux Juifs marocains d'Israël? Et qu'avez-vous découvert? Vous allez nous parler un peu de ce que vous avez voilà, de passionnant sur ces 2 documentaires. Très bien. Bah oui, effectivement, très bien. Merci Naïma. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis né à Tinrir, j'ai quitté le Maroc à l'âge de 6 mois, j'ai grandi en France avec un souci pour mes parents, en tout cas de garder le lien avec la terre d'origine et notamment avec notre ville natale où nous avons jusqu'à maintenant la famille, la maison familiale. Et comme tous les enfants d'immigrés, on avait ce voyage de 3 jours pour aller au bled. Et donc, chaque été, j'ai été nourri par Tinrir. Et comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, je suis né dans une maison en terre. Je dis ça, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je vivais à la campagne. En France, nous vivions à la campagne française. On n'a jamais vécu dans des cités, dans des HLM, etc. Donc, je me suis aussi construit comme ça on était les seules familles enfants issus de l'immigration. On était 1 ou 2 familles dans le village. On allait chanter la Marseillaise tous les 11 novembre. Et voilà, c'était vraiment les romans à la Marcel Pagnol avec le curé, le maire, etc. et l'instituteur. Et le Maroc, c'était 2 mois au bled, pour moi, qui était un univers assez magique, un vrai voyage dans le temps, avec cette maison en terre, cette cuisine à Mazir, la palmeraie, d'accompagner les tantes chercher de la nourriture pour les bêtes, par exemple. Et je crois que toute mon inspiration artistique, elle vient de cette ville, de cette origine-là, de ce lieu de Tinrir qui m'a complètement fasciné. On m'a transmis la langue aussi, notamment l'amazir, donc du coup il y a tout ça. Et à un moment donné, quand on est adolescent, on se pose plein de questions d'identité. Au Maroc, on est des Français, en France, on est des Marocains, donc une espèce d'étrangeté. Et donc j'ai toujours ressenti cette forme d'étrangeté que je chéris, que j'aime bien d'ailleurs pour le coup, parce que pour moi elle est des sources de création. Et quand j'ai appris qu'il y avait des Marocains juifs, une fois, un été, on rentrait au bled, mon grand-père me dit qu'il a fait du marché noir sous le protectorat français, qu'il a été en prison, que les Français l'avaient mis en prison pour marché noir avec Moshe David. Et moi, j'étais surpris. Je dis, Moshe David, des Marocains. Pour moi, les Marocains, c'est Kamal, Mustafa, Mohamed, etc., etc. Et donc, les seuls juifs que je connaissais, c'était les juifs de Ashkenaz, que j'avais appris à l'école, en classe de 3e, la Shoah, la destruction des juifs d'Europe. Et j'avais été une espèce d'empathie par rapport à ça. Puis en classe de philo, où on fait Karl Marx, Freud, etc. Enfin voilà, on étudie assez universaliste dans ce qu'ils ont pu créer. C'est cette dialectique qui m'a toujours intéressé. Comment concilier ta particularité, ta singularité avec l'universel. Et donc, je n'ai pas fait le film tout de suite, c'est-à-dire que je crois que ces discussions avec les anciens, avec mes grands-parents, paix à leur âme, m'ont donné envie de comprendre beaucoup de choses, de connaître aussi un peu mieux mon histoire, de là d'où je venais, et de comprendre pourquoi ces Juifs étaient partis. Donc au départ, je me suis vraiment intéressé à cette question-là en tant que tout simplement par curiosité. Et je crois que ce n'est pas pour rien qu'ensuite, je suis devenu prof d'histoire.
C'est-à-dire que je voulais aussi mettre ma petite histoire dans la grande histoire et qu'il ne me racontait pas que les histoires de la présence juive à Tinrir. On me racontait les guerres tribales avant le moment de Siba, le protectorat, l'indépendance, etc., etc. Donc voilà, j'ai été nourri par ces récits de mes aïeux qui me fascinaient. Et donc, je suis devenu professeur d'histoire et à un moment donné, ce sujet-là m'a rattrapé et j'ai voulu en 2007-2008 faire un travail universitaire. J'avais donc une maîtrise, et à l'époque ça s'appelait un DEA, donc je me réinscris en DEA à la Sorbonne à Paris, sur un sujet qui était une communauté juive berbère à Tinrir et donc ce qui m'oblige à aller travailler dans aux archives de Nantes, aux archives diplomatiques de Nantes, où j'ai retrouvé un certain nombre de photographies, de documents extrêmement intéressants sur la vie juive, plus spécifiquement à Tinrir. Ensuite, je suis allé aussi à Jérusalem et pour essayer de retrouver ces fameux juifs de Tinrir. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à vouloir apprendre aussi l'hébreu, à me remettre à l'arabe. Donc, je me suis inscrit dans une association à Paris qui s'appelle Parler en paix. On apprend l'arabe et l'hébreu ensemble, puisque vous savez que c'est deux langues sœurs. Et cette organisation, c'est juste pour vous donner le point de départ du film. Après, je vais aller condenser un petit peu tout ça. A organisé un voyage pour rencontrer des acteurs civils qui œuvrent à la paix entre Palestiniens et Israéliens. Notre guide, c'était un juif de Casablanca. J'étais le seul Marocain du groupe. On était une trentaine de personnes. Il parlait d'Arija parfaitement. Il avait quitté Casablanca à l'âge de 17 ans. Et on devient complices, évidemment, les deux seuls Marocains du groupe, très vite. On se retrouve dans un village druze en Galilée, où lui rencontre un autre Yossi, avec qui il a fait la guerre de Kippour en 73, et qu'il n'avait pas revu. Et là, on est en 2007-2008, je crois. Et donc, il me présente ce Yossi. Et très vite, Yossi me dit né au Maroc, mais moi je suis né en Israël. Par contre, je lui dis mais ils sont nés où tes parents? Il me dit dans le sud. Je lui dis mais où? Il me dit à côté d'Ouarzazate. Je lui dis mais où à côté d'Ouarzazate? Et là il me dit Tinrir. Et pour moi, ça a été vraiment cette rencontre, ça a été l'acte fondateur de vouloir faire un film parce que j'ai vu l'émotion qu'il y avait dans le groupe de Yossi, enfin, et moi, ces juifs de Tinrir, j'en entendais parler oralement par les anciens, soit par les livres, soit par des photos. Et donc, du coup, là, pour moi, ça a été quelque chose, ça a été vraiment le moteur. Et donc, je suis rentré à Paris, j'ai commencé à travailler. Donc, le film est sorti en 2012, Tinrir de Jérusalem. Et donc, c'est un film où je retrouve 50 ans après les Juifs de Tinrir, les anciens voisins de mes grands-parents. Et c'est un film, c'est une autre, je disais tout à l'heure, Youssef, Madame la Consul, enfin tous les intervenants, sur l'importance de cette altérité. Et moi, à travers la figure du Juif absent, je me suis aussi réapproprié ma marocanité. Je me suis réapproprié mon amazirité et tout en la conciliant aussi avec ma francité, parce que j'ai aussi grandi en France. Donc voilà, c'est un film qui parle de cette mémoire judéo-marocaine à travers des témoignages des anciens, mais aussi des plus jeunes, pour savoir qu'est-ce qu'ils savent de cette histoire-là. Et au Maroc, on s'est battu pendant longtemps avec quelques-uns pour qu'on puisse apprendre cette histoire-là à l'école, parce que j'estime que la chose je suis un ancien professeur, la plus importante, c'est de transmettre cette histoire-là pour vacciner nos jeunes générations de l'amnésie, pour les vacciner contre les discours extrémistes qui nient l'altérité, qui nient l'autre. Et donc, on a besoin, et ça, je suis très fier que le Maroc, mon pays d'origine, est reconnu dans la Constitution, quelqu'un l'a dit tout à l'heure en 2011, la pluralité de nos identités. C'est pour ça qu'il est important d'inscrire dans notre récit national tous ces apports des Sahraouis, des Amazirs, des Andalous, des Arabes, des Juifs, parce que l'être pluriel, enfin ce Maroc pluriel, il existe vraiment. Donc voilà, c'est un film qui parle de cette mémoire retrouvée. C'est une forme aussi de réparation de cette blessure, parce que moi qui n'ai pas vécu cette période-là, je ressentais comme une espèce de perte. Et quand j'ai rencontré le grand écrivain Edmond Amran El Maleh, qui a décidé de revenir vivre
au Maroc. C'est un des plus grands écrivains marocains d'expression francophone, juif originaire d'Essaouira. Et Edmond a écrit un livre magnifique qui s'appelle 1000 ans et un jour et qui raconte justement cette brisure, cette séparation des Juifs de leur terre. Et c'est ce qui m'a intéressé dans Tinrel Jérusalem. Comment on survit à l'arrachement à sa terre, au souvenir de son enfance, au souvenir à ses amis, à sa maison. Et donc le film Tinrel Jérusalem parle de ça. Donc ça parle plutôt du passé avec ses voix plurielles, juives et musulmanes. Et c'était aussi une manière de donner une dignité à des gens à qui on ne donne pas souvent la parole, qu'ils soient juifs ou musulmans, amazigh d'ailleurs, à qui c'est des petites gens, mais qui vous parlent avec beaucoup de poésie de l'exil, parce que ce sont des sentiments universels, des maisons vides, de l'arrachement à la terre, des souvenirs, de la mémoire et du passé. Et donc, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Et récemment, puis d'ailleurs, ce qui est intéressant pour faire le lien aussi avec… J'étais en Éthiopie le 10 décembre quand on a assisté à la normalisation entre le Royaume du Maroc et Israël. Et tout d'un coup, quelqu'un, je ne sais pas qui, en tout cas, ce n'est pas moi, a diffusé un extrait de Tinrel Jérusalem, 10 minutes, peut-être un des moments les plus forts. Et ça a fait un buzz incroyable. Il y a eu plus de 1,5 million de vues en l'espace de 3 jours. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et c'est un film qui est sorti, donc, que je vous l'ai dit, en 2012, qui est devenu un objet d'étude, qui a fait beaucoup de festivals et qui a été aussi beaucoup attaqué. À l'époque, les islamistes et les panarabistes avaient accusé le film, accusez-moi, de normaliser avec Israël. Moi, ce que je répondais dans les interviews à ce moment-là, c'est que moi, je normalise avec rien du tout, je normalise avec 800 000 Marocains qui vivent là-bas. S'ils étaient partis au Zimbabwe, je serais parti évidemment au Zimbabwe les filmer, ce qui n'enlève en rien à ma solidarité. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui défend la paix, qui défend l'égalité et la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Je n'ai aucun intérêt, j'ai aucune haine, ni pour les uns et ni pour les autres. Et donc, je racontais que c'était une histoire typiquement marocaine. Et donc voilà, c'est pour ça que j'étais très content et je vois toutes les réactions qu'a suscité effectivement cet acte courageux de Sa Majesté et de cette victoire diplomatique aussi en parallèle avec l'obtention de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par la première puissance économique. Donc voilà. C'est un peu, je continue, enfin, c'est pour moi une manière, dans mes films, c'est un peu une extension de mes problématiques, de mes questionnements aussi philosophiques, intellectuels, artistiques. C'est comme des effets de miroir, ça parle évidemment d'exil, mais c'est vraiment un film sur le présent et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dans le présent, pour le futur, pour les jeunes générations, se retrouver, recréer du lien à travers l'art, la musique. Moi, je crois profondément à la musique comme langage universel, à l'art qui permet de réunir les gens autour de certaines valeurs. Et pour finir, dans mon premier film, je concluais mon film Tinrel Jérusalem de l'autre pour savoir qui l'on est. Et je crois profondément dans cette valeur de l'altérité,
de ce que vous faites, l'association Caravane, de rassembler, de réunir les gens autour de valeurs communes. Et là, on a des gens qui viennent de milieux très différents, Jean-Pierre, Jacques, Naïma, Youssef, moi, voilà, avec toutes nos singularités, toutes nos particularités, mais qu'on peut arriver à trouver des territoires en commun à travers un langage universel qui est celui du lien, tout simplement, par l'art, par la musique, par le langage et par le dialogue. Voilà. Merci Kamel, merci pour cette intervention. En tout cas, tu as un bon exemple de réussite des jeunes issus de l'immigration. Hein. Il faut le dire ça parce qu'on dit toujours les quartiers, les jeunes, mais il y a des jeunes qui réussissent. Tu as un exemple. Juste avant de donner la parole à Jacques Assera, merci pour votre patience, Jacques. Je vous lis juste les commentaires. Moi, j'attendais des questions, mais malheureusement, il n'y a pas de questions, mais il y a des bons commentaires. Alors, donc, j'ai plaisir à revoir Marie-Claude Letran qui a participé à la création du groupe Interreligion en Palo. Et Caravane est lié dans le groupe Marie. Donc, il y a Gilali Hiali adjoint maire qui dit bravo pour cette initiative, pour ce partage de l'histoire, de la diversité et des identités. Et beaucoup de likes. Donc, Jacques Assarif, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ce parcours illustre, quoi. Vous êtes quand même, vous avez un peu grandi au Maroc, vous avez immigré en France en tant qu'immigré au Maroc, hein. Vous avez immigré comme nous, quoi, en France. Quelle est votre expérience? On est immigré. Si on prend la définition sociologique, hein, quelqu'un qui n'a pas été français par ses parents est toujours un immigré. Mais c'est une très belle définition et je la fais mienne. Donc, je voulais vous dire aussi que les concepts de multiculturalité et d'interculturalité, vraiment, le judaïsme le connaît bien. Depuis 2000 ans, elle a été dispersée dans tous les continents, la Méditerranée, l'Occident, les États-Unis, etc. Donc, c'est quelque chose qui lui est très, très, très familier. Et c'était là où on a vu aussi, on voit, où on peut définir aussi le monde séfarade et le monde ashkénaze, que vous connaissez. Pour être concis, le monde séfarade, c'est celui qui a vécu dans le pourtour méditerranéen, essentiellement dans le milieu arabo-musulman, et les ashkénazes, c'est ceux qui ont vécu en Europe de l'Est avec la chrétienté. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et je voulais simplement dire, et je reprends dont j'ai vu le film ses débuts, qui m'a procuré une très forte émotion quand j'ai vu ces bonnes femmes qu'il était d'interviewer, que ce soit en Israël ou que ce soit le vieux monsieur de son village. C'était extraordinaire, je le dis. Je suis content de le trouver aujourd'hui pour le lui dire de façon directe. Merci. Alors, merci. Bon, comme vous le savez, le judaïsme au Maroc, le professeur Chaïb l'a précisé, c'est une présence bimillénaire, hein, puisqu'on a parlé des berbères juifs, hein, c'est la fameuse Kaena, hein, cette leader, déjà une femme, qui a mené des guerres, etc., au Maroc. Déjà, il y avait donc une présence juive berbère il y a à peu près 2000 à 2500 ans, d'après les historiens. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais surtout aussi l'âge andalou qui a été souligné par le professeur Chaïb, qui était donc où il y avait une harmonie extraordinaire en Espagne entre musulmans et juifs, et nous avons de très grands penseurs juifs qui comptent beaucoup dans notre tradition, dans notre pensée, comme Maïmonide qui a écrit en arabe, il ne faut pas l'oublier. Donc c'était vraiment quelque chose de très très fort. Je dis aujourd'hui, la présence juive au Maroc est un très grand chapitre de notre histoire. C'est incontestable. Il y aura un deuxième chapitre probablement avec cette ouverture extraordinaire entre le Maroc et Israël, mais nous avons aujourd'hui, tout le monde est d'accord, en dehors de quelques-uns qui ont voulu réécrire l'histoire, qui ne sont même pas d'origine marocaine, pour dire qu'il y a un très très grand chapitre de notre histoire, un véritable bonheur que les Juifs ont vécu au Maroc. On a pu développer nos institutions, notre religion, notre culture, etc., dans le grand respect du monde arabo-musulman qui nous entourait. Les Français étaient là, mais il y avait un certain mépris des Français ou même une indifférence, disons, vis-à-vis du monde.
du monde juif. Ce n'est pas grave, on a pu ainsi développer et cultiver notre jardin comme on dit. Je me souviens quand j'étais gosse, bon, la gratitude, je reprends un petit peu ce que j'ai vu dernièrement, je crois que c'est tout, une gratitude de toujours éternelle vis-à-vis de Mohamed V quand il a refusé effectivement de stigmatiser sa population juive, de Hassan II. Donc je me souviens quand j'étais gosse, j'habitais à côté d'une grande synagogue et Hassan II, prince héritier, venait tous les jours, tous les kippours, se faire bénir par la communauté, par les rabbins de la communauté juive. C'est dire l'importance qui était accordée à cette religion monothéiste par les officiels et les autorités marocaines, donc finalement la monarchie alaouite. Alors je peux aller beaucoup plus loin. L'influence du monde arabe sur le judaïsme marocain est considérable. Il y a par exemple aujourd'hui reconnu en Israël une cérémonie à la fin de Pessah, vous savez, cette période où on ne mange pas du pain pendant 8 jours, ce qu'on appelle la mimouna. La mimouna est une expression véritablement juive marocaine qui a été reconnue aujourd'hui, juive marocaine, du Maroc, hein, où les musulmans et les juifs se rencontraient, où nos amis musulmans nous apportaient chez nous du pain, parce qu'on ne le mangeait pas pendant 8 jours, on nous apportait du pain. Et cette cérémonie, cette fête était extraordinaire. Elle était l'emblème de l'hospitalité marocaine, il faut le dire. Seuls les juifs marocains ont ancré en eux cette hospitalité qui est finalement une forme d'expression de ce qu'on appelait l'altérité. Rien d'autre, c'est s'ouvrir à l'autre, donner à l'autre, avoir le souci de l'autre avant le quant à soi, comme dirait Emmanuel Levinas. Je dirais encore que le parler judéo-arabe, on le connaît, on le parle, etc. Les noms, il y a beaucoup de noms de musulmans et juifs qui sont les mêmes. C'est celle des Touati, que c'est sur l'école, etc. Donc la culture aussi est quelque chose d'important. Aujourd'hui, par exemple, la plus forte communauté séfarade en Israël est d'1 million, un peu plus que 800 000, d'1 million, elle est d'origine marocaine. Et elle s'affirme de plus en plus. C'est dire qu'il y a une nostalgie toujours présente, et non seulement qu'elle est présente, c'est ceux qui ont quitté le Maroc, mais elle est transmise à leurs enfants. Elle est transmise à ceux qui sont nés en Israël, ce qui fait que leurs enfants eux-mêmes vont et viennent au Maroc. Très souvent, vous savez qu'il y a un flux qui ne s'est jamais arrêté entre les juifs originaires du Maroc vivant en Israël et le Maroc, et donc ils veulent essayer de toucher de façon concrète qu'est-ce que c'est que ce miracle marocain que leurs parents leur transmettent avec cette nostalgie. Voilà. Je voulais dire aussi donc il y a une satisfaction générale devant cette relation qui s'est établie entre le Maroc et Israël. Je suis certain d'une chose, c'est que ça va être une fécondation mutuelle extraordinaire. Non seulement les Israéliens qui vont apporter avec leur technicien, mais cette passerelle va aider les Juifs du Maroc installés en Israël d'être encore beaucoup plus valorisés, parce que déjà ils vivent en Orient, et donc ça va être beaucoup plus valorisé par cette passerelle qui existerait avec le Maroc. Voilà. Je voulais dire une dernière chose, peut-être je vais être un court, parce que le médecin que je suis doit être court et doit être concret, c'est pour ça que j'ai essayé de l'être de façon un petit peu concrète, c'est que finalement, on ne peut parler du Maroc, je vais être beaucoup plus subjectif, que si on a été au Maroc. Il faut avoir humé l'air du Maroc, les lumières du Maroc, et c'est d'abord ça, la marocaine, c'est d'abord ça, cette identité qui peut être effectivement ajoutée, à laquelle on peut ajouter beaucoup d'autres entités. La mienne, par exemple, dans mon petit microcosme, hein, donc je suis né au Maroc jusqu'à 17 ans, j'ai fait mes études universitaires en France, je suis allé en Israël, etc. Donc je suis la confluence de 3 cultures. L'arabe, incontestable, je lis l'arabe, j'écris l'arabe, je parle l'arabe avec mes clients, il n'y a aucun problème là-dessus. Le français, évidemment, la francité, qui était quand même pour nous l'ouverture vers le monde et la modernité avec les valeurs hein, qu'il faut reconnaître, la liberté, l'égalité, fraternité, les valeurs sûres de l'humanisme. Et on a reçu évidemment au Maroc un socle
très fort de notre culture, plus qu'une culture, hein, de notre identité religieuse juive, qui est toujours là et qui est sourd. Quand je parle en arabe ou en hébreu, il y a énormément de mots qui se ressemblent. On ne peut pas imaginer, ce sont des langues sémites qui se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je suis très, très heureux aujourd'hui d'être avec vous et d'exprimer ma nostalgie, pas ma nostalgie, parce que je continue à aller au Maroc, je fais des va-et-vient, mais cette expression que des femmes, avec des femmes extraordinaires. Je dis toujours que l'islam en général, je parle vraiment en tant que médecin, vraiment pas en sociologue, c'est l'avenir de l'islam et de l'arabité, ce sont les femmes. Je vois Madame la Consul, vous-même, etc. Et avec mes clientes aussi arabo-musulmanes que j'ai eu d'excellentes relations, je peux dire aujourd'hui, je peux me tromper évidemment, que l'avenir de l'arabité et de l'islam passe par les femmes. Voilà. Et merci encore à M. Ashkar. Merci infiniment, Dr Asseraf, pour ce témoignage. Maintenant, on va prendre une question en salle. Alors, voilà, bonjour. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour, madame. On vous laisse poser votre question. Oui, pour M. Kamel Ashkar. Oui. Pouvez-vous évoquer quelques souvenirs que vous gardez vous ou vos parents de l'époque, enfin de la communauté israélite au Maroc? Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je n'ai pas vécu cette période-là. Je suis né en 77. Les derniers Juifs sont partis en 64 de mon village. Par contre, dans le récit des anciens, beaucoup m'ont raconté, par exemple, pendant les fêtes de Pessah, les fêtes juives, de la Pâque juive, les Juifs de Tinrir offraient le pain zim et qu'ils appelaient shtoto aux voisins musulmans. Et en contrepartie, les musulmans leur donnaient de l'huile d'olive ou des dattes ou des choses comme ça. Donc, il y avait vraiment dans ces villages reculés du royaume du Maroc, dans ce que j'appelle vraiment le Maroc profond, le bled, des solidarités qui étaient très fortes. Mon grand-père, l'Aïrmoum, m'a beaucoup raconté le commerce. Ils étaient on le voit dans le film, la Kessariyat, chacun où il y avait la boutique à côté du musulman, côte à côte. Donc, cette vie ensemble, elle a été concrète et réelle. Ces commerçants, par exemple, mon grand-père, il le dit dans le film, jouaient aux cartes, buvaient du thé ensemble. Donc, il y avait vraiment une espèce de fraternité comme ça mais parce que c'est 3000 ans de vie ensemble, d'une certaine manière. J'aimerais ajouter juste un petit mot là pour rebondir. Mon grand-père était à Ata, vendeur d'épices acétate, petite ville aussi. Et à Pessar, justement, ça a été rappelé, il confiait les clés de son magasin à son voisin commerçant musulman pour lequel il avait toute confiance, vraiment une confiance absolue, parce qu'effectivement, comme si, vous savez qu'à Pessar, on doit vendre, on doit se séparer de tout ce qui est khamet, enfin, tout ce qui est pain et le vin, etc. Mon grand-père, qui est traditionnel, avec une belle barbe, une chéchia, confiait les clés de son magasin, qui est assez important, vous voyez, toutes ces couleurs d'épices, etc., à son voisin arabe. Une fraternité extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on n'a toujours que des commentaires positifs, quoi, je dirais, mais pas de questions. Mais quand même, je vais poser une question au professeur Cheib. Tout à l'heure, vous m'avez taquiné un petit peu au téléphone pour me dire les berbères, le nouvel an berbère. Donc, alors, le Maroc, quand même, du nord au sud, je veux dire, cette multiculturalité dont je peux être témoin, moi aussi, parce que je suis native du Maroc, j'ai grandi au Maroc, je suis venue faire des universitaires en France, la France que j'adore aussi. Donc, toute cette culture, alors que ce soit Amazir, Sousa, Souasa, Chleuh, Sahrawa, quand même, c'est une richesse pour nous, non?
Monsieur Chib. Oui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, je considère que ces choses-là, ce sont une addition, ils n'ont pas une soustraction. Et je pense que les gens qui comprennent les choses mathématiquement peuvent bien comprendre que nous avions une chance de ne pas être entre guillemets, une race monoforme, monolithique. On aurait pu avoir même des problèmes de dégénérescence. Mais pour plus sérieusement, quand vous déroulez la cartographie et vous localisez sur la carte du Maroc l'ensemble des identités ou des ethnies, vous avez l'impression que vous êtes dans la planète. Il y a des Berbères, des Arabes, des Hassani, des Juifs, vous avez des Blancs, des Métis, des Noirs, des Africains, vous avez des gens qui parlent plusieurs dialectes, plusieurs langues, vous changez entre Tinrir Sicher à notre brillant Sénias, à 250 km au nord, vous avez la neige, vous descendez à 200 km, il fait 40 degrés. C'est cette particularité, cet écosystème au sens géographique, et il a produit aussi des écosystèmes au sens culturel, au sens sociologique. Moi, je vais vous raconter juste une petite plaisanterie qui m'a été faite par ma fille qui est née en France d'une mère française, une Normande. Alors un jour, je lui parlais comme ça, je lui disais que le Maroc est un pays magnifique, est un pays de tolérance, est un pays où il fait beau, est un pays d'une ancienne culture. Enfin, j'ai trop tartiné, si vous me permettez l'expression, sur les éloges sur le Maroc. Il m'a posé cette question terrible, et Naïma, il se rappelle de ça puisqu'on s'est vu au Maroc en 2014, et il m'a dit, si le Maroc est si beau et si magnifique, pourquoi es-tu venu en France, papa? Et ça m'a bouleversé cette question, parce que un enfant de 10 ans qui me pose une telle question existentielle, j'ai lui dit, écoute, je te répondrai dans 6 mois, et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi es-tu venu en France, papa ?» pour lui montrer en fait que malgré cette richesse qui est dans mon pays, nous avons, nous, Marocains, en toute humilité, la soif d'aller vers d'autres cieux, d'autres horizons, connaître d'autres peuples. Et il est vrai, quand je suis venu en France aussi, j'ai appris énormément de choses. Et c'était un plus, c'était pas un moins. Mais mes enfants vivent parfaitement leur biculturalité, binationalité, bi-identité. Ils ont 2 États, ils ont 2 passeports, ils ont 4 grands-parents. Si vous voulez, cette espèce d'addition, c'est une chance formidable qu'ont ces générations. Maintenant, pour les jeunes aussi, j'en termine si vous le permettez, je voudrais à ces jeunes issus de l'immigration, comme la formule consacrée, qu'ils sachent qu'ils sont français et marocains. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut être fier d'être français et fier d'être marocain. Ne pas dénigrer la France pour glorifier le Maroc, ne pas glorifier le Maroc pour dénigrer la France. Il faut rester dans cet équilibre et se considérer que nous sommes nous-mêmes issus de l'immigration est une chance pour la France et que la France nous a donné la chance aussi d'aller vers d'autres horizons et ne pas rester enfermés dans nos cocons ou dans nos références endogènes, et que les civilisations qui sont appelées à prospérer, à se développer, à perdurer, ce sont les civilisations qui sont implémentées par d'autres affluents, et qu'à contrario, les civilisations en déclin, ce sont les civilisations qui sont renfermées sur elles-mêmes et qui considèrent qu'elles sont le centre et le reste, c'est une périphérie. Et pour finir, je pense que cette année 2021 nous a apporté quelque chose, en tout cas pour le Maroc, formidable. Nous avons enfin pris la décision politique courageuse de normaliser la relation avec l'État d'Israël et qu'on a arrêté avec les positions intermédiaires, mais maintenant nous avons un avenir glorieux avec cette forte diaspora, comme l'a rappelé notre médecin, 1 million de Marocains, c'est 1 million d'ambassadeurs qui peuvent défendre le Maroc contre ses ennemis de l'extérieur, mais qui peuvent aussi développer le Maroc,
qui peuvent aussi apporter leur plus-value, mais qu'ils peuvent aussi apporter, et surtout, qu'ils peuvent venir dans leur pays. Il ne faut plus parler de Marocains et de Juifs, il faut parler de Marocains de confession juive ou de Marocains de confession musulmane. C'est la définition la plus réaliste et la plus équitable. Et ne pas confiner l'un et l'autre dans des tranchées religieuses, mais dans une identité commune avec des croyances différentes. Après tout, par les temps qui courent, nous avons vécu au Maroc une laïcité de fait et non de droit depuis plusieurs siècles, et ça n'a jamais provoqué ni guerre de religion, ni guerre de sécession, ni de séparatisme, selon la dernière expression du président de la République. Je vous remercie. Merci, professeur. Donc, juste avant de vous donner la parole, chacun et chacune, pour un mot de la fin, je vous rappelle que le samedi prochain, il y aura la table ronde Algérie, le 23 janvier. Et le samedi 30 janvier, ça sera la table ronde Tunisie. Donc, vous êtes les bienvenus à suivre avec nous le débat avec nos invités d'Algérie et de Tunisie. Donc, on vous donne la parole. Vous levez la main, celui qui veut prendre la parole, pour un dernier mot sur ce que vous voulez, quoi. On n'a plus de questions. C'est fini les questions. Je vais peut-être le faire, moi, par anticipation, parce qu'il faut que je coupe très, très bientôt. Donc, je crois que les exemples aussi divers qu'on a eus aujourd'hui, ce sont quand même les meilleurs exemples de ce qu'est la richesse multiculturelle, que ce soit en matière d'éducation, en matière de politique, en matière de recherche, ou notre ami docteur de confession juive. Sincèrement, on a tous les éléments. Vous, mesdames, vous êtes l'exemple même de la richesse qu'on doit retrouver, comme le disait le docteur, en mélangeant nos savoirs, nos compétences, notre histoire. Et c'est vrai que bon, moi, malheureusement, je n'ai pas vu le film du cinéaste et je pense que je vais le faire parce que notre histoire explique tout ça, mais aujourd'hui, on est le présent et on est le quotidien de ce qu'on doit être capable de montrer en termes de réussite. Donc, je suis très content, en tant qu'entrepreneur, d'avoir participé à cette table ronde parce que ça va me permettre aussi, moi, de relayer ce que j'ai entendu, de citer en fait ces exemples qui m'ont touché. Le docteur disait en conclusion, la femme est l'avenir du monde arabe. Moi, je vais beaucoup plus loin que ça. On l'a dit concernant Madame la consule du Maroc à Toulouse. Pour information, à Montpellier, c'est aussi une dame qui est consul du Maroc. Oui. C'est quand même suffisamment remarquable pour expliquer au niveau de l'économie. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise femmes au Maghreb qui sont de très belles réussites et qui réussissent, je vais m'attirer les foudres de mes confrères hommes, qui réussissent bien mieux que les hommes. Donc oui, la femme est certainement l'avenir du monde arabe. Moi, je pense que c'est l'avenir du continent africain et je vais beaucoup plus loin. Je pense qu'une partie de l'avenir de l'humanité passera par la perception que les femmes ont des réalités de notre vie, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques. Je pense que le décryptage qui est fait par les femmes, et c'est un sujet qui nous tient à cœur aussi au niveau de l'association Leader, mais globalement au niveau, je pense, de l'État français, la femme doit jouer son rôle à tous les niveaux. Et si on y ajoute de l'interculturalité ou de l'expérience culturelle différente, je pense que la femme a tout pour gagner demain. Voilà, donc moi je vais juste vous remercier. Remercier Madame la Consule de m'avoir fait confiance et d'avoir fait confiance à Leader. Merci à Caravane de cette opportunité. Merci aux intervenants que je ne connaissais pas mais que j'ai découvert et franchement ça m'a touché, tous ces récits, tous ces partages. On peut être dans l'économie, on peut être dans l'entreprise, dans l'industrie et cultiver le partage aussi. Je pense qu'il soit culturel, qu'il soit expérimental, je pense que vraiment c'est un enrichissement, en tout cas, très important pour moi. Merci. Merci à vous. Merci. Bon courage dans vos projets. Et alors, on passe à Kamal. Alors, un mot de conclusion, Kamal. Micro. Ouais, c'est bon, voilà. Non, mais voilà, bravo et très contente que ce soit deux femmes aussi de Caravane qui ont organisé cette belle rencontre. On est
représentant du Je Royaume du signale Maroc. que le sujet, c'est pas femme, c'est la multiculturalité. Je sais bien, mais c'est non, mais voilà, et puis qu'au Maroc, qu'on a de plus en plus de femmes en politique et de représentantes aussi, qui sont des ambassadrices ou des consuls femmes. Donc ça, c'est un atout supplémentaire pour notre pays. Et non, juste pour revenir à ce qu'on s'était dit tout à l'heure, je crois que le Maître Monf, on a une histoire, une richesse incroyable au Maroc, et qu'il faut se nourrir de cela tous les jours. Moi, j'ai décidé je vis un peu plus au Maroc maintenant. Je vous parle de Marrakech. Depuis le Corona, je suis très peu souvent venu malheureusement en France, mais que pour moi, c'est une vraie source d'inspiration, l'histoire plurielle du Maroc quand je vais dans des contrées complètement où j'y suis jamais allé. C'est vraiment une source d'inspiration et de créativité importante, et qu'il faut, et je crois que le maître mot, c'est vraiment que notre ministre de l'Éducation nationale, qu'on inscrive vraiment toutes ces pluralités, toutes ces altérités dans les programmes scolaires, parce que c'est le meilleur vaccin pour les jeunes générations de connaître. Mieux on connaît son histoire, et moins on est susceptible d'être attrapé par des discours démagogiques et populistes. Et bravo encore pour cette initiative. Merci. Oui, monsieur Chihib, on vous écoute. Merci beaucoup, Kamel. Oui, je voulais juste dire quelque chose de manière très solennelle. C'est que je souhaite que l'ensemble des organisations régionales du CRIF, j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer Madame Perla de Languedoc-Roussillon, de Montpellier. Je souhaite que toutes ces représentations régionales, y compris le CRIF de Paris, se mobilisent pour proposer à la France de suivre le pas des États-Unis pour la reconnaissance de la marocanité de nos provinces du Sud. La France, c'est notre ami, c'est notre pays, c'est notre allié de toujours, mais nous souhaitons vivement que nos compatriotes de confession israélite installés en France, qu'ils participent activement à proposer à la France, notre pays, d'emboîter le pas, au même titre que les États-Unis, pour reconnaître la pleine souveraineté sur nos territoires du Sud, pour en finir avec ce problème qui n'a que assez duré et qui a empoisonné la relation en Afrique du Nord. Et par la même occasion, puisque vos prochaines émissions, ce sera sur l'Algérie, sur la Tunisie, ça permettra aussi d'apaiser cette région du monde, cette Afrique du Nord qui est prise en otage par un conflit artificiel. Merci beaucoup à nos compatriotes de confession israélite de relayer ce message auprès de qui de droit, de sorte que notre pays, la France, soit honoré et rend aussi au Maroc ce qu'il lui a donné de par l'histoire. Je parle de la guerre, je parle de nos soldats marocains qui sont morts pour la liberté de la France, et il est venu le temps à la France de s'acquitter elle aussi vis-à-vis du Maroc pour consolider et défendre définitivement, et j'allais dire même symboliquement, d'installer des investisseurs. Le monsieur tout à l'heure parlait de l'investissement, et il serait souhaitable que votre département, votre région soit la région pilote pour aller s'implanter à Dakhla et à Laayoune, parce qu'il y a de très grandes opportunités économiques, et que moi, en tant que Français, je préfère le Made in France plutôt que le Made in China dans cette région du monde. Je vous remercie beaucoup. Juste peut-être pour rajouter comme une particularité régionale, puisque Youssef Chahib en parlait, la région Occitanie est une unique région qui a des maisons de représentation régionale dans le monde. Il y en a une qui existe à Casablanca depuis des années, qui permet d'accueillir des entreprises françaises qui veulent découvrir le Maroc. Il y en a une aux États-Unis, une à Tokyo, mais voilà. Ce lien privilégié entre l'Occitanie et le Maroc, c'est quelque chose de très concret, quoi. Donc effectivement, je pense qu'il faut qu'on le renforce, et on a effectivement on a la chance, là aussi, en Occitanie, d'avoir une présidente de région, Carole Delga, avec qui j'ai voyagé à plusieurs reprises
Maroc, mais également en Tunisie, et qui sait défendre en fait ces liens multiculturels de manière extraordinaire, hein, puisque je vous dis, je l'ai accompagnée, et elle est la représentation de cette relation politique, économique et internationale que le professeur Cheb souhaitait également. Voilà, et après je me tais. Merci. Merci Jean-Pierre. C'est que Madame Delga, elle est avec nous sur le social aussi au Maroc, sur 3 régions, 3 projets au Maroc, 3 régions différentes. Merci de nous avoir rappelé ça. Je donne la parole à Madame Lutron, qu'on n'a pas entendu depuis le début, pour un mot de conclusion. Oui, mais merci beaucoup. Moi, j'ai été invitée agréablement à ce webinaire et je suis touchée aussi finalement parce que je suis entrée avec vous de manière vivante dans la richesse pluriculturelle du Maroc par tous vos témoignages et ça confirme ce que je disais, finalement chacun à la place où il est, il œuvre pour se vivre ensemble et que ce soit, on est tous finalement des acteurs relais pour ce rapport à l'altérité, à l'autre que je vois dans l'entreprise, je vois par le biais de l'art, de la musique, du cinéma, de la rencontre, du dialogue interreligieux. Donc je vois que chacun a la place qui est la sienne. Et donc voilà, donc je suis très heureuse en fait d'avoir entendu finalement comment dire, un rapport à l'altérité incarné par tous ces témoignages. Voilà. Et on a relié à la fois l'analyse de la multiculturalité avec vraiment voilà, cette incarnation par le lien et par la relation. Voilà, je suis très honorée d'avoir participé à ce webinaire. Merci à l'association Caravane, merci à Madame le Consul aussi. Pardon, excusez-moi. Juste avant de donner à Madame la Consul de conclure, on va donner à Monsieur Jacques Asseraf pour dire un mot de conclusion. Je viens de m'apercevoir qu'il est 6h moins 2 et on est en couvre-feu à partir de 6h. Il faut qu'on puisse rentrer chez nous. Hein. Pas en Égypte. Oh. J'aimerais dire à professeur Chaïb que son message sera répercuté en tant qu'ancien président du CRIF Midi-Pyrénées et membre du comité directeur du CRIF national. Votre message sera répercuté plus que appuyé, de mon petit point de vue à moi. Hein. J'aimerais d'abord féliciter ces dames, c'est incontestablement un travail formidable, et j'aimerais donc que cette authenticité du Maroc soit préservée par vous, et je suis certain que ce Maroc est resté impollué de tout extrémisme grâce à la monarchie chérifienne. Voilà, tabarakallah alikoum. Merci, shukran. Et on va donner la parole à Madame la Consul du Maroc pour conclure. Alors, voilà, merci Naïma, merci Bahia. Je voulais remercier tous les intervenants pour ce magnifique témoignage, présentation. Chacun, comme j'ai dit tout à l'heure, a apporté un angle de lecture différent pour ce sujet qui est assez complexe et assez vaste. Donc, on a eu un beau répertoire d'interventions avec un volet purement sociologique, un purement témoignage. On a eu le témoignage des entreprises, c'était très important. Je voulais inclure ce volet-là, ce volet économique dans ce débat. Toute la partie rappel historique, rappel de M. Chihab, aussi Kamal, merci beaucoup. C'est magnifique toute cette corrélation que vous faites donc entre le passé et les présents, ces questionnements, vraiment, vous avez su d'une manière très intelligente de répondre à des questions qui sont d'actualité. Donc, merci beaucoup. Professeur Asseraf, pareil. Enfin, j'ai de très bons liens avec le CRIF de Toulouse. Je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer personnellement. J'espère que cela se fera. Madame Lutron, le consulat a organisé à plusieurs reprises des rencontres avec l'Institut catholique sur le plan culturel, au niveau de la francophonie, sur la question de l'altérité qui a été souvent citée ici. En tout cas, je remercie tout le monde et voilà, au plaisir de vous rencontrer personnellement dans d'autres occasions. Et encore une fois, bravo à l'association Caravane, à Naïma et Bahia pour leur implication tout au long des préparatifs et à travers eux, c'est toute
l'association Caravane qui a organisé cet exercice. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. N'oubliez pas de nous rejoindre donc, le 23 janvier pour l'Algérie, le 30 janvier pour la Tunisie. N'hésitez pas à revenir encore nous voir. Et ceux qui sont à l'étranger, n'hésitez pas à venir nous voir à Toulouse. Voilà, dès que tout ça se termine, vivement qu'on puisse se voir et se rencontrer, voilà, de vive voix, de se parler. Et on se dit à très bientôt. Merci infiniment à tous. Au revoir. Et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.